Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et vous allez voir, et vous l'avez d'ailleurs déjà vu dans le titre, que le sujet n'est pas le plus joyeux du monde. On va parler aujourd'hui des pratiques dérangeantes, dérivantes dans l'équitation et j'aime autant vous dire que c'est un sujet t'es pas le plus waouh quand il s'agit de l'aborder. Ceci étant dit, on l'a légèrement survolé parfois lors de nos vidéos les pires objets what the fuck et je me suis rendu compte qu'on n'était vraiment pas assez informés à ce niveau-là. Ni vous qui parfois étiez en train de découvrir ces pratiques en commentaire, ni moi qui ai dû me renseigner pour pouvoir faire cette vidéo. J'aime autant vous dire que les recherches furent un petit peu difficiles, que je prends la parole avec le cœur serré. Vous imaginez bien que l'humain peut être aussi merveilleux que ce qui peut être fou furieux. Bref, commençons cette vidéo, c'est parti. Petit disclaimer évidemment avant de commencer, attention, âme sensible, s'abstenir. On va parler de pratiques très dérivantes, très dérangeantes et qui mettent vraiment à mal le bien-être animal. Si par hasard vous êtes sensible à ces thèmes-là, si vous êtes dans un mood un petit peu négatif, c'est vraiment pas le moment de regarder et d'écouter ce que je vais vous raconter. Autre chose, je ne fais absolument pas cette vidéo pour pointer du doigt une discipline en particulier. Ici, l'objectif, c'est de parler de toutes les pratiques dérivantes et j'ose espérer, c'est peut-être naïf, mais que systématiquement, il y a une minorité de pratiquants dérivants pour une majorité de pratiquants respectueux. De façon à vraiment avoir le propos le plus plat possible et qu'on n'ait pas l'impression, encore une fois, que je m'acharne sur une discipline, j'ai fait en sorte de trouver des pratiques dérivantes dans différentes disciplines, l'obstacle, le dressage, le rodéo, etc., etc. Vous verrez ça. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur tout ce que je suis en train de vous raconter ici, j'ai listé toutes mes sources et vous verrez qu'il y en a beaucoup parce que j'ai essayé de vraiment énormément travailler cette vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer les liens et à vous renseigner par vous-même. Maintenant, j'arrête les digressions et on attaque avec le fait de maltraitance numéro 1. Lors de mes recherches, je connaissais déjà certains types de maltraitance et j'en ai découvert d'autres. C'est le cas pour celui-ci, qui est le fait d'injecter du venin de serpent ou de la vodka aux chevaux de course d'endurance. C'est un scandale qui a éclaté au grand jour entre janvier 2010 et décembre 2012 et qui est tout simplement un dopage mortel. 41 chevaux de course ont été contrôlés positifs aux anabolisants et à tous ces types de dopage et on est allé chercher un petit peu plus loin comment étaient dopés ces chevaux-là. Comme je vous l'ai dit en vous annonçant le sujet de cette maltraitance-là, on venait leur injecter directement en intraveineuse du venin de serpent et ou de la vodka. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est parce que ça va leur permettre de moins ressentir la douleur, de ne pas se rendre compte de l'effort qu'ils sont en train de fournir. Le cheval à qui on a injecté du venin de vipère ou de crapaud ne va plus ressentir cette fatigue-là. Ça a mené à d'énormes dérives, évidemment. D'une, parce que c'est extrêmement néfaste pour eux, mais ça, je crois que j'ai même pas besoin de le souligner. Mais surtout parce qu'en fait, le cheval, ne se rendant plus compte ni de sa douleur, ni de sa fatigue, finit par soit se faire des lésions qui sont irréparables, comme des fractures qui avaient lieu sur les lieux de course d'endurance, ou encore, ils finissent par mourir d'épuisement, ne se rendant pas compte de l'effort qu'ils sont en train de fournir. Ces traitements-là étaient principalement injectés à des chevaux qui participaient à de très très longues courses qui allaient jusqu'à 160 km. Et vous vous doutez bien que 160 km, soit un entraînement de fou furieux, soit une petite aide, soit les deux en même temps. Ici, ces pratiques ont énormément été pointées du doigt et comme je vous le disais, ça date de 2012, donc 11 ans se sont écoulés depuis. Cette partie-là a normalement été normée, bien mieux encadrée, bien mieux vérifiée, mais le dopage est un fait, ça existe encore quelle que soit la discipline, et ici, je le trouve particulièrement barbare. Le point numéro 2, celui-ci vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il est malheureusement très reconnu, c'est l'hyperflexion ou le roll court, roll cure, je sais pas trop comment on dit. C'est une pratique qui a été généralisée dans le monde du cheval de sport et plutôt dans une orientation de dressage. Ça vient d'un vocable allemand qui est composé de deux parties, roll de rollen, enroulé, et court, encore une fois je sais pas comment on dit, qui signifie l'entraînement aux figures libres. Roll court, c'est donc le fait de les enrouler pour les entraîner aux figures libres. Dans les faits, ça se traduit comment ? Vous les avez sûrement déjà vus, ces chevaux-là, c'est ceux qui ont le bout du nez encastré dans le poitrail. Le cheval est tout à fait
enrouler sur lui-même au niveau de son encolure et ça crée différentes problématiques plus ou moins graves, on va dire. L'hypersoumission due à cette hyperflexion, ça va faire par exemple que la main du cavalier doit être extrêmement dure pour pouvoir obtenir ce résultat. Effectivement, ce n'est absolument pas naturel d'avoir un cheval qui vienne fonctionner ainsi avec un bout du nez collé dans le poitrail. Évidemment, également, plus on demande cette position longtemps, plus ça va dégrader le cheval et plus ça va être difficile pour lui. Dans ce fonctionnement-là, le cheval ayant, comme on le disait, le chanfrein extrêmement à l'intérieur de la verticale, on a une diminution de son espace de regard. Il a une vision qui est beaucoup moins panoramique, mais on a aussi une énorme diminution de ses capacités respiratoires, puisque tout est coupé, le cheval il est vraiment dans une position d'inconfort poussé au maximum, et donc un cheval qui voit moins bien, qui respire moins bien et à qui on demande des efforts de dressage énormes, vous vous doutez bien que c'est catastrophique et ça met le cheval dans une position de super soumission où celui-ci ne peut que subir les demandes du cavalier. Pourquoi c'est apparu comme ça dans la culture du dressage fut un temps? Eh bien c'était parce que ça faisait des encolures plus rondes qui permettaient de grappiller quelques points au niveau des notation des juges. Le fait d'utiliser cette fameuse technique-là déjà à cheval est en soi une forme de très grosse maltraitance animale. Pour pousser encore plus loin le vice parce que l'humain n'a pas de cesse, certains se disaient « Bon, c'est bien beau de travailler mon cheval comme ça quand je suis dessus, pourquoi est-ce que je le ferais pas aussi travailler quand je suis pas dessus ?» Et attention, les dérives vont de plus en plus loin. On a vu apparaître le fait d'avoir des chevaux qui sont enfermés dans un box avec l'obligation de maintenir cette hyperflexion. Pour cela, et encore une fois, âme sensible s'abstenir, ce que je vais vous raconter là est assez douloureux, les cavaliers venaient mettre dans la bouche du cheval une corde qui devait donc passer dans la bouche et s'accrocher à la nuque. On serrait cette corde de façon à ce que le cheval soit obligé de maintenir cette attitude avec bouche ouverte, etc., tellement la mâchoire est douloureuse, tellement l'ensemble est douloureux, pendant des heures dans leur box. Quand cette pratique a été un petit peu plus éclairée, quand on a mis les projecteurs dessus, évidemment que les défenseurs du bien-être animal se sont rebellés contre ça, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement, au-delà d'être mal vu, sanctionné. Un cheval en hyperflexion dans un concours de dressage va être interdit de compétition. Un cavalier qui est pris en train de hyperflexionner le cheval, je sais pas trop si c'est vraiment un verbe, mais vous avez compris l'idée, dans son box, va avoir d'énormes sanctions. Et ce cavalier-là ne pourra plus pratiquer ainsi. En gros, on fait en sorte que cela n'arrive plus. Pour autant, c'est vraiment important d'être au courant que cette technique existe pour pouvoir l'identifier, se rendre compte que peut-être que certains trouvent ça esthétique que de voir un cheval fonctionner dans cette attitude-là d'hyperflexion. Malgré tout, n'oublions pas que c'est un énorme manquement à son bien-être et donc il faut tout à fait l'interdire. La forme numéro 3 de maltraitance dont on va parler maintenant, c'est barrer les chevaux. Je tiens tout de même à vous rappeler que la FEI, donc Fédération Équestre Internationale, interdit le fait de barrer les chevaux, mais ça reste, en tout cas sous certaines formes, autorisé dans certains pays. Pourquoi sous certaines formes? Parce qu'il existe 3 types de barrage de chevaux. Le principe même de barrage, c'est, ouvrez les guillemets, définition, le fait d'utiliser toute mesure susceptible de provoquer de la douleur physique ou psychique chez le cheval afin qu'il lève les jambes plus haut. En gros, le contraindre par la force à sauter plus haut. Je vous parlais de 3 types de barrage, on va les détailler ensemble. Le premier, c'est le barrage actif. Ici, il doit y avoir une personne qui est en train de réaliser l'action pendant le passage du cheval. Je vous donne des exemples pour que ce soit plus clair. Un type de barrage actif, ça va être le cheval qui va passer ses antérieurs par-dessus la barre pour pouvoir effectuer son saut, et à qui on va balancer dans les membres la barre en même temps qu'il est sur l'obstacle, et donc le choc plus le bruit va lui faire peur. Au passage d'après, le cheval va sauter plus haut, ou en tout cas être plus respectueux de la barre en se disant « Oh mon Dieu, j'ai vu que des fois, même quand je saute juste au-dessus de la barre, ça me tape et ça me fait mal, je vais sauter vraiment encore plus haut. » Une autre dérive de cette pratique-là, qui est le barrage actif, ça va être de prendre des bouts de bois, des bouts de canne, et de, quand le cheval est sur l'obstacle, le rectifier grâce à la canne. Ch'tac, un gros coup dans l'antérieur qui se pliait pas assez, ch'tac, un gros coup dans le postérieur qui s'est pas replié assez vite, de façon à travailler le geste du cheval et rendre donc ce dernier
plus respectueux de la barre. Dans le barrage actif, je vous donne un troisième exemple, mais bon, il y en a tellement que je peux même pas tous les citer. Il y a également le fait d'utiliser des barres en aluminium très creuses. Ce sont des barres qui, lorsque le cheval va les toucher, vont faire beaucoup de bruit, vont beaucoup résonner, et donc vont lui faire peur. Cette fois-ci, physiquement, ça leur fait pas mal. Quand ils se prennent un coup de bambou, quand ils se prennent une barre dans les membres, là, ça les atteint physiquement. Quand on leur fait peur avec une barre qui fait du bruit, là, ça les atteint psychologiquement. Bref, vous avez compris, le barrage actif, c'est une action de l'homme active qui va faire que le cheval a peur et ou a mal pour mieux sauter, ou en tout cas sauter plus haut. Le deuxième type de barrage, c'est le barrage passif. Cette fois-ci, c'est un dispositif qui peut être mis en place discrètement sans que l'humain ait besoin d'être à côté. Le plus connu dans cette catégorie-là, c'est le fil de pêche. On va placer une barre d'obstacle bien visible par le cheval et 10 cm au-dessus, un filin invisible, un fil de pêche, vous êtes d'accord avec moi qu'un fil de pêche tendu, ni vous ni moi on le voit, encore moins quand on est en train d'arriver au galop sur un obstacle. Donc je reprends mon explication, barre d'obstacle, 10 cm au-dessus, filin de pêche, le cheval va venir sauter, juste au-dessus de sa barre, et se prendre dans les membres le fameux petit fil de pêche qui était tendu. Ici, plusieurs conséquences. Numéro 1, la peur. Le cheval qui ne comprend pas pourquoi, en sautant juste au-dessus de sa barre, eh bien, il se prend le fil de pêche et ça fait du bruit et ça casse tout. Numéro 2, la douleur. Puisque un fil de pêche pris en milieu des membres en même temps que tu es en train de sauter, vous vous doutez bien que ça fait jamais du bien. À nouveau, cette action-là a pour conséquence de rendre le cheval plus prudent. Ce dernier va se dire que effleurer la barre n'est pas assez. Des fois, il y a un truc qui fait mal au-dessus de la barre. Et donc, il va avoir envie de venir sauter très au-dessus de la barre, prendre de la marge, marger, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, avec ses antérieurs, tout comme avec ses postérieurs. Attention, certains chevaux margent naturellement. Si vous voyez un cheval qui met ça de marge sur un obstacle, ça ne veut pas toujours dire qu'il a été barré. Mais parfois ça peut. La troisième catégorie, c'est le barrage chimique ou l'utilisation de blisters. Ici, c'est presque encore plus malsain. Le principe, c'est d'appliquer sur les membres et ou la couronne du sabot du cheval des substances chimiques très abrasives et qui, au moindre contact, vont provoquer de la douleur. Vous voyez venir, où est le problème? Le cheval qui s'était habitué à faire tomber des barres et qui se dit que c'est pas agréable mais c'est pas non plus insurmontable, va d'un seul coup avoir le même impact dans la barre que quand il n'est pas recouvert de ces substances chimiques, mais avoir ces douleurs qui sont décuplées. Donc, il va mieux comprendre que faire tomber la barre est une bêtise, c'est pas ce qu'on attend de lui, puisque ça le fait souffrir le martyr. Ici, je vous disais que c'est presque plus malsain parce que la difficulté, ça a été de réussir à identifier quels chevaux étaient ou non enduits de ces substances chimiques. Aujourd'hui, c'est, en tout cas au niveau de la FEI, quelque chose qui est très réglementé. En sortie de piste, les chevaux de concours internationaux sont palpés au niveau des membres pour pouvoir détecter lesquels sont bien trop sensibles. C'est à ça que servent les vérifications de sortie de piste, à l'obstacle en tout cas, en partie. Ça fait partie des points de contrôle. Est-ce que le cheval est barré chimiquement ou non? Toujours dans l'idée de pouvoir identifier au mieux les tricheurs et les malfaisants, clairement, il y a aussi des identifications par caméra infrarouge et ou par relevé et puis analyse des relevés sur le membre du cheval. Ces différents types de barrages, comme on le disait, ont pour objectif de faire le show. Avoir un cheval qui saute plus haut, plus fort, qui est plus prudent, qui est plus respectueux, qui a un meilleur passage de dos, bref, avoir un cheval qui sort sans faute, avoir un cheval qui se vend cher. Il a fallu longtemps avant que ces pratiques de barrage soient retenues et reconnues comme étant de la maltraitance. Aujourd'hui, elles sont tout à fait interdites et c'est très bien. Passons maintenant à une dérive et un abus qui ne concernent pas que les cavaliers pratiquants, mais bien l'ensemble des touristes. J'ai nommé ici les calèches touristiques tirées par des chevaux. Alors on en voit très souvent partout et elles sont énormément prisées. Pour avoir eu la chance de beaucoup voyager, j'en ai vu en Grèce, j'en ai vu en Italie, j'en ai vu en Espagne, et quels sont les plus gros points communs de tous ces pays-là? Le fait qu'il y fasse très beau, très chaud, très soleil. Le problème est donc la maltraitance des chevaux dans ces cas-là, c'est qu'on a des équidés qui vont attendre toute la journée, harnachés, en pleine canicule, bien souvent sans l'ombre d'un petit peu d'ombre justement, que le touriste vienne à lui. Quand le touriste est là, il va se tirer une calèche avec je sais pas combien de kilos derrière, sous un soleil de plomb, et une fois qu'il a fini son tour, il attend.
et il refait le tour. Et il attend. Bon, je vais pas vous l'expliquer encore 2 heures, vous avez bien compris que c'est l'utilisation d'un cheval en continu, en train de tracter une calèche qui pèse 1 tonne, avec des touristes à l'intérieur qui bien souvent ne se rendent pas compte du mal qu'ils sont en train de provoquer. Et évidemment, comme toujours ici, j'ose espérer qu'il y a des attelages où les chevaux sont respectés, où les drivers ne viennent pas en plein milieu de la canicule, mais favorisent le matin tôt, le soir tard quand les températures sont plus cool, font tourner également les chevaux qu'ils utilisent, le matin ces oraux, l'après-midi ces petits tonnerres, bref, sont respectueux de leurs équidés. Or, les dérives sont bien là. Et pas plus tard qu'en 2020, 2021, 2022, on a eu des cas de chevaux qui mouraient sur les pavés à cause de cette chaleur insoutenable et du travail en continu. Si ça avance dans certains pays, comme par exemple où à New York, à Central Park depuis 2014, les attelages sont interdits alors que c'était le symbole du parc. À l'inverse, dans d'autres, les lois restent quand même toujours floues. Pas plus tard que le 1er juillet 2022, donc clairement il y a 6 mois, en Espagne, donc clairement en Europe, donc un pays qui est censé être évolué, où on est censé faire attention au bien-être des animaux, nous avons pu voir sur les réseaux des scandales qui tournaient comme ça, de chevaux qui s'effondraient, raides morts à cause et de la fatigue et de la chaleur. C'était des chevaux qui tiraient depuis le matin des calèches sous 36 degrés. 36 degrés, les gars. Et ça n'a pas été un cas isolé, hein. Si on a eu le 1er juillet ce cheval-là qui est décédé, on a eu le même jour dans une autre ville un cheval qui s'est effondré et qui, avec les technologies actuelles, a été filmé par des dizaines de milliers de touristes et qui a fini par se relever, mais le propriétaire était pas plus choqué que ça, expliquant que c'est rien, il avait trébuché en essayant de manger de la nourriture qu'il y avait par terre. Une semaine plus tard, même schéma, un autre cheval qui tombe et succombe d'une crise cardiaque. Vous avez donc compris que c'est une pratique qui est extrêmement demandante pour les chevaux. Les événements que je vous cite ici ont eu lieu dans de très grandes villes telles que Rome, juste à côté de la fontaine de Trévi, ou Florence, dans l'allée qui mène au Duomo. Vous comprenez donc que le fait d'avoir ces chevaux-là dans des endroits aussi touristiques que les villes que je viens de vous citer ici, fait qu'il y a surpopulation, surutilisation du cheval et encore une fois, grosse chaleur, bref, je me mets à me répéter, vous avez compris le problème. Suite à cela, plusieurs municipalités ont pris la décision d'interdire les calèches touristiques et d'autres ont rendu les horaires moins flexibles. Les chevaux ne peuvent pas travailler après 11h30 et ne peuvent pas recommencer à travailler avant 16h30. Vous avez compris l'idée? Ça camoufle un peu le problème. Est-ce que ça le règle totalement? Je sais pas. Je suis pas assez renseignée pour pouvoir en tirer des conclusions. Je pense comme toujours que c'est au cas par cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, le mec qui va correctement gérer sa cavalerie en faisant tourner 1 heure lui, 1 heure lui, 1 heure lui, en leur trouvant une place à l'ombre, en les faisant boire entre chaque balade et en ne les faisant pas travailler dans les pics de chaleur, alors peut-être que c'est intéressant de continuer cette activité. Le gars qui par contre va tirer le cheval jusqu'à épuisement, non, impossible. J'avais vraiment envie de parler de ce cas-là ici, tout simplement parce que c'est la preuve que parfois, ce n'est même pas pour la performance en soi du cheval qu'il y a maltraitance, comme c'était le cas dans mes premiers exemples, mais tout simplement pour amuser la galerie et transporter des touristes d'un bout à l'autre de la ville. À nouveau, évidemment, je comprends que ce soit attrayant. Je comprends qu'on a envie de faire la balade dans une jolie calèche avec des beaux chevaux et évidemment, un driver qui te dit que lui, dans les siens, ils sont bien traités, il n'y a pas de souci. Mais en tant que touriste, vous et moi, on doit être responsable de ça. Tout comme on ne va pas monter sur les éléphants dans les pays asiatiques parce que c'est une catastrophe, eh bien on ne va pas prendre les calèches dans nos pays européens ou non, parce que c'est une catastrophe pour les chevaux. Et évidemment ici j'ai des propos qui sont un petit peu plus engagés que d'habitude. On est loin de l'image lisse et sans encombre de la cavalière youtubeuse que je faisais jusqu'ici. Sauf que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suivent sur les réseaux et que, j'ai la chance d'avoir un public auprès de qui je peux essayer de sensibiliser. À nouveau, moi pour savoir tout ça, il a fallu que je fasse des recherches et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas assez informée moi-même sur ces dérives et sur ces maltraitances. Et évidemment, encore une fois, l'humain étant ce qu'il est, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'autres dérives, comme le fait de couper la queue, les Tennessee Walking Horses dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, mais dont j'ai encore envie de parler parce que c'est catastrophique, le fait de raser les vibrisses qui a été très longtemps utilisé et par moi aussi, par les cavaliers, sans toujours savoir
à quoi ça servait. Sauf qu'en fait, il va falloir que j'arrête cette vidéo à un moment, sinon c'est parti pour 1h32, les pires trucs sur YouTube, et j'ai envie de garder un moral un minimum pas trop négatif aujourd'hui. Je vous propose donc, si ça vous intéresse, de me dire dans les commentaires, Mama, une partie 2, pourquoi pas, et continuons à nous donner des informations les uns les autres. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez certaines pratiques que vous souhaiteriez dénoncer ici. Encore une fois, j'espère du fond du cœur que ce sujet, à défaut de vous avoir plu, vous a au moins intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, votre meilleur commentaire, de partager. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos chevaux. Et je vous dis à très bientôt!